Alors, bonjour Laurence Soula, merci d'être avec nous pour ce Bonjour monsieur. salon virtuel, peut-être avec nous, mais à distance, circonstances obligent. Laurence Soula, vous êtes maître de conférence en histoire du droit à l'Université de Bordeaux. Vos recherches portent sur l'histoire de la justice au 19e, avec une inflexion plus récente sur l'histoire pénitentiaire et l'exécution des peines depuis le 19e siècle. Et c'est dans cette qualité que vous avez co-organisé un colloque qui porte sur les recherches les plus récentes sur les dynamiques pénales et pénitentiaires, les 4e journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire, dont nous avons les actes qui ont été publiés par les presses de l'ENAP, ici même, qui sont avec vous dans la bibliothèque. Ce sont ces actes que nous allons aborder aujourd'hui avec une première question, si vous le voulez bien, sur cet ouvrage collectif qui revient sur les réformes pénales et pénitentiaires, et notamment sur les congrès pénaux et pénitentiaires internationaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quels sont les moteurs et les finalités de ces réformes que vous abordez au cours de ce colloque? Oui, tout à fait. Alors, nous avons retenu ce thème avec monsieur Paul Manzoulou, ce thème consacré aux réformes, aux pensées réformatrices et politiques réformatrices dans le domaine pénal et pénitentiaire. Parce que, alors, s'il y a autant cette idée de réforme, c'est parce que la peine de prison est nouvelle dans les systèmes pénaux, disons, occidentaux. Jusqu'alors, la prison servait à garder, pas à punir. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, les différents systèmes, différents États intègrent cette peine de prison, c'est-à-dire cette peine d'enfermement prononcée à la suite de la commission d'une infraction dans leur système. Donc c'est nouveau et ça va générer une intense réflexion parce qu'il y a cette peine qui sert à punir, mais il y a aussi la volonté de rendre l'individu meilleur, de le restituer à la société. C'est l'idée du pénitentiaire. Pénitentiaire vient du terme pénitence, qui signifie regret du péché. Et donc, il y a cette quête de la bonne peine, qui fait d'ailleurs l'objet de toute la première partie de l'ouvrage, quête de la bonne peine qui va traverser les siècles. Alors, et d'emblée, cette réflexion prend, si vous voulez, une tournure internationale. Et donc, les spécialistes et les représentants des gouvernements se réunissent au sein de congrès pénaux et pénitentiaires internationaux pour échanger sur eh bien, les réformes qui ont été mises en œuvre, le résultat de ces réformes et les réformes qu'il serait nécessaire d'introduire dans les systèmes pénaux. Et c'est très, comment dire, si nous avons souhaité consacrer ces journées internationales à la pensée et aux politiques réformatrices, ce n'est pas simplement dans un but d'étude historique, mais parce que l'étude montre que les problèmes, beaucoup de problèmes que l'on essaie de résoudre aujourd'hui, eh bien, sont des problèmes, si vous voulez, qui ont traversé le temps. Et donc, nous avons eu cette volonté dans ces journées, lors de ces journées et dans cet ouvrage, d'instaurer un dialogue entre le passé et le présent et de traiter donc de questions très actuelles finalement, puisque pour beaucoup d'entre elles, eh bien, elles ont traversé les différentes époques. Et je précise que ce qui est, donc, c'est savoureux, hein, ces congrès pénaux et pénitentiaires internationaux sont très intéressants, leur consultation est très intéressante, mais je précise aussi que longtemps, ce qui a animé la pensée réformatrice, c'est l'exécution des peines, pas le droit pénal. Et cela jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et c'est à partir de la fin du XIXe siècle que le pénal a pris le pas sur le pénitentiaire. D'accord. Alors c'est vrai que vous donnez une très belle profondeur historique à ces questions et notamment au questionnement sur le sens de la peine, hein. Vous avez un peu touché ce point-là. Euh, on a effectivement cette volonté de rompre avec les pratiques répressives. Euh, Est-ce que, voilà, vous dites que ça a traversé le temps, est-ce que ça veut dire qu'on veut aujourd'hui rompre avec ce qu'il y avait avant ou est-ce qu'on n'a pas réussi encore à dépasser le problème?
Alors, si vous parlez du sens de la peine, il est vrai que c'est une question qui anime de très nombreuses réflexions aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a 20 ans, où le sens de la peine, c'était quand même quelque chose qui n'était pas, voilà, qui n'était pas abordé, tout au moins pas autant qu'aujourd'hui. Alors, je dirais que les modèles pour penser la peine coexistent bien plus qu'ils ne se succèdent. Et on ne voit pas en réalité, les études historiques l'ont montré, on ne voit pas une alterner entre, par exemple, l'humanisme et la sévérité. Donc, il y a une coexistence des modèles pour penser la peine, mais néanmoins, on constate depuis quelques décennies une résurgence de la dangerosité. Et la dangerosité, alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que ça change? Eh bien, longtemps, on a conçu, comme le voulaient d'ailleurs les réformateurs du XVIIIe siècle, on a conçu la peine comme rétributive, c'est-à-dire la peine devait être corrélée à l'infraction et d'autre part, elle devait être proportionnelle aussi à l'infraction commise. Mais donc, depuis quelques décennies, partout en Occident, hein, on le constate, eh bien, et dans les systèmes anglo-saxons également, la dangerosité a pris le pas, c'est-à-dire une résurgence de la notion de dangerosité. Alors, ce que ça change, bah, c'est qu'on ne punit plus tant l'individu pour un fait qu'il a commis, mais en raison de la dangerosité qu'il peut présenter pour la société. Et donc, nous consacrons, parce que c'est quand même une résurgence importante, nous consacrons toute la deuxième partie de l'ouvrage à cette dangerosité, en examinant les figures de la dangerosité. Alors, il y a des figures, je dirais, traditionnelles, hein, que différents articles qui sont évoqués dans différents articles, mais aussi des figures émergentes comme, et là on est vraiment au fil de l'actualité, puisque comme le délinquant sexuel, par exemple, ou le pédophile, hein, les pédophiles, par exemple, en France, sont les premiers qui ont justifié l'adoption de mesures de sûreté. Et alors, il y a aussi des transformations et euh, cette dangerosité a amené des transformations parce qu'il faut évaluer les individus pour évaluer leur degré de dangerosité. Et il y a des méthodes de traitement de cette dangerosité. Donc ça, c'est aussi l'objet de tout un chapitre qui est plutôt là d'accès contemporain, mais pas que, hein, parce qu'on voit que cette dangerosité, elle a existé déjà à travers le temps. Elle n'est pas nouvelle. Il y a une résurgence. Mais si on prend par exemple l'exemple pour la France de la loi de 1885, elle reléguait donc les récidivistes, mais qui avaient commis des infractions très légères. Donc il y a effectivement, et alors il y a toute cette question d'évaluer la dangerosité des individus qui exige non plus l'examen par un professionnel, qui peut être un docteur, un psychiatre, mais qui a recours à des méthodes dites actuarielles, c'est-à-dire des grilles d'évaluation à travers lesquelles donc, on va classer l'individu et on va condamner l'individu. Voilà. D'accord, c'est fascinant cette science du classement, même appliquée aux individus dangereux, comme cette volonté de tout mettre dans des cases, finalement, de tout, de manière très positiviste, de tout vouloir Très classer. positiviste, effectivement. Et c'est vraiment une tendance hein, qui a d'abord gagné les États, les systèmes anglo-saxons, mais qui donc a gagné tout à fait l'Europe maintenant aussi. D'accord. Alors justement, la richesse de cet ouvrage, et moi ce qui m'a surpris, c'est que c'est un ouvrage qui très vite donne une perspective internationale à ces débats. On aurait tendance à penser que finalement, bah, chacun fait sa cuisine chez lui, avec ses peines, et presque un acte de souveraineté finalement de condamner. Et finalement, eh ben, ce que vous montrez, notamment dans votre contribution, dans vos travaux, c'est que non, il y a un dialogue international qui se construit avec ces congrès pénaux et pénitentiaires. Est-ce que cette approche internationale de la lutte contre la criminalité, elle est toujours autant d'actualité? On en parle encore, mais est-ce que c'est autant d'actualité à la fois dans ses formes, dans son organisation, et puis dans les buts qu'elle recherche? Alors, je dirais, bon, pour revenir à l'ouvrage, que nous consacrons effectivement un premier chapitre à cette question des convergences, enfin de la lutte transnationale contre la criminalité et des convergences, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, donc de la lutte commune des nations ou des convergences dans les systèmes pénaux. Alors oui, ça n'est pas que du passé, effectivement, hein, cette approche et cette communauté internationale autour du crime et de l'exécution des peines existe encore.
Pendant longtemps, c'est une commission, la Commission pénale et pénitentiaire internationale, qui a été, je dirais, la commission dominante, hein, l'institution dominante, et les congrès, bien sûr, où se rencontraient la communauté scientifique et les représentants des gouvernements. Mais cette commission pénale et pénitentiaire internationale a soutenu les forces de l'Axe. Et donc, en 1950, l'Organisation des Nations Unies a décidé de reprendre l'intégralité de cette compétence. La commission a été dissoute, mais effectivement, sous l'égide des Nations Unies, ont été perpétués les congrès qui ont pris le nom de prévention, congrès pour la prévention du crime et de la justice pénale. Le premier congrès, d'ailleurs, en 1955, a adopté les règles à minima pour le traitement des détenus, qui ont été ensuite reprises dans la législation européenne, hein, au niveau des différents pays de l'Europe. Et donc, ces congrès se tiennent donc tous les 5 ans. Il y a également une commission au sein de l'ONU donc chargée de la prévention du crime et de la justice pénale. Il y a aussi les instances au niveau de l'Europe, différentes instances qui interviennent, dont le Conseil de l'Europe, qui favorise la coopération des États pour dans la lutte contre la criminalité. Et je dirais que depuis 1990, j'ai pu constater que les congrès donc, tenus sous l'égide de l'ONU eh bien, sont surtout focalisés sur la question de la coopération des États dans la lutte contre la criminalité. Et on peut constater aussi, les études montrent que finalement, il y a là encore, au niveau de cette coopération, bien des thèmes qui sont abordés et qui sont des thèmes qui déjà étaient abordés au XIXe siècle, comme la nécessité, enfin voilà, il y a différents thèmes qui vraiment, ce qui montre que bien finalement, on est toujours dans cette réflexion et qu'elle n'a pas cessé et que l'on retrouve des thèmes qui traversent véritablement les époques. D'accord. Peut-être un dernier mot sur le monde que nous vivons aujourd'hui. Ce travail il pose aussi les bases d'une réflexion à venir, hein. Quel est, à votre avis, aujourd'hui encore euh, comment est-ce qu'on peut caractériser l'évolution de cette recherche? Vers quoi est-ce qu'elle tend? Quels sont les chantiers d'avenir pour euh, la recherche en milieu pénitentiaire? Ah, ils sont multiples. Ils sont absolument multiples. On le voit, alors multiples, tant au niveau des réformes qui peuvent être menées, qui sont toujours en quête finalement de cette bonne peine, de celle qui va convenir à la société et qui va, voilà, et puis on a vu récemment hein, que de nouvelles réformes, bon, ça n'arrête pas. Maintenant, je dirais, plutôt ce que peut nous apprendre le passé qui s'avère intéressant. Et je reprends là d'ailleurs un très très bel ouvrage de M. Asselin qui s'appelait L'argent de la justice et donc qui montre, et c'est ce que on peut constater, c'est ce que permettent de voir aussi les études historiques qui montrent que finalement on parle beaucoup de réformes, hein, réforme, mais en réalité, on n'y met pas les moyens parce que la prison, globalement, pour les hommes politiques, ce n'est pas un élément qui va apporter des voix. Bien sûr, bien sûr. Et là, achoppe toutes les volontés de réforme. Ce n'est pas les lois qui manquent, c'est l'argent souvent et la volonté. Bien sûr. Bon, bah, merci de nous rappeler cette triste mais nécessaire réalité qu'il faut aussi souligner. C'est aussi le rôle des chercheurs et c'est aussi pour ça qu'on leur en veut un peu, parce qu'ils sont parfois là pour dire ce qui ne va pas et notamment ce qui ne va pas depuis longtemps, hein. Comme vous dites, les problématiques traversent le temps et heureusement qu'on est là pour le souligner, nous autres chercheurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc eh bien, pour tous ceux qui nous regardent, le livre, encore une fois, up ici, puis derrière vous, publié par l'ENAP. Merci beaucoup, Laurence Soula. Merci beaucoup.